audition tenue ce mardi 7 mai à la Cour de compte d'une audience publique siégeant en matière de discipline budgétaire et financière. Au total, 3 comptables ont été mis en cause et déférés devant les juges pour faute de gestion. Vous aurez les détails dans cette édition avec Jojo Moulamba. À la une également, 4 000 milliards de dollars, c'est la somme dont la Banque africaine de développement a besoin en vue d'atteindre les objectifs de développement durable dans le continent. Cette somme permettra de financer une série des programmes clés. Vous suivez la grande édition du journal télévisé en direct de Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je l'ai dit au sommaire, la Cour de compte a tenu ce mardi 7 mai son audience publique siégeant en matière de discipline budgétaire et financière. Cette audience devient le premier procès de l'histoire de la Cour de compte. Depuis sa création, 3 comptables ont été mis en cause et déférés devant les juges pour faute de gestion. Ils sont poursuivis pour la non-transmission mensuelle des comptabilités pour l'exercice 2020, 2021 et 2022. L'audience a eu lieu en son siège à Gombe dans la ville de Kinshasa. Suivez. C'est au cours d'une audience publique siégeant en matière de discipline budgétaire et financière que la Cour de compte a organisé son tout premier procès depuis sa création. 3 comptables publics principaux sont déférés devant le juge de la rue du comité urbain à Gombe, une commune de la ville de Kinshasa. Ces comptables sont poursuivis pour faute de gestion, c'est-à-dire pour la non-transmission mensuelle de comptabilité pour l'exercice 2020, 2021 et 2023. 02/2023 du 17 juin 2023 poursuit M. Iyombo Bosengele Johnny Godet, comptable public principal, le code 0784 pour violation par ces derniers des dispositions des articles 28 et 33 du règlement général sur la comptabilité publique. Au terme de l'audience, l'affaire du premier comptable a été reportée pour le 7 juin en vue d'une instruction. Représenté par ses avocats, les prévenus s'est excusé pour des raisons de santé. Les arrêts de 2 autres dossiers seront rendus le 7 et le 14 juin prochain. Prenons cette information en bref. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, organise du 15 au 17 mai 2024 la mission économique Maroc-RDC à Kinshasa en collaboration avec Nexia Fiducia et l'ambassade de la RDC au Maroc. La mission a divers objectifs dont la promotion des opportunités d'investissement en RDC, le renforcement de liens économiques et commerciaux entre la RDC et le Maroc, la facilitation des partenariats d'affaires entre les entreprises marocaines et congolaises ainsi que l'accroissement de la visibilité de la RDC en tant que destination d'investissement. Plus d'une vingtaine de chefs d'entreprise marocains sont attendus à Kinshasa dans le cadre de cette mission de prospection qui va permettre de créer des synergies fortes avec leurs homologues congolais. Et puis, explosion du 3 mai 2024 dans le camp de déplacés de Mugunga à Goma dans le Nord Kivu et le 6e bombardement des rebelles du M23 des rebelles du 23 mars M23 soutenu par le Rwanda. Depuis le 3 derniers mois, 5 bombes ont été tirées ce jour à partir de Karuba, localité située dans les hauteurs de Kiroché sous le contrôle de l'armée rwandaise pour atteindre le camp de déplacés de Mugunga dans la ville de Goma. C'est le gouvernement qui l'annonce dans un communiqué qu'il a rendu public ce lundi 6 mai. Suivez le récit de Fiston Leko. À en croire ce communiqué du gouvernement congolais, à côté de ce bombardement du 3 mai dernier à Mugunga, à l'ouest de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, il y a eu aussi un bombardement le 2 février 2024 à Mugunga toujours, à côté d'une école primaire. Le bombardement d'un marché de Mugunga et d'un camp des déplacés de Nzulo le 7 février 2024, l'attaque de l'aéroport international de Goma par des drones rwandais le 17 février 2024, le bombardement ciblant des civils à Sake le 22 février 2024, mais aussi le bombardement ciblant les civils à Nzulo, à l'ouest de
Goma le 18 mars 2024. Ces attaques contre les civils constituent pour le gouvernement congolais une preuve suffisante que le régime rwandais tient à poursuivre ces actes constitutifs de crimes de guerre commis sur le territoire congolais. Ces violations, selon les autorités de Kinshasa, des droits humanitaires internationaux traduisent non seulement le refus du Rwanda d'obtempérer aux injonctions de la communauté internationale de cesser le feu et de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo, mais aussi sa volonté claire de poursuivre la guerre d'agression contre la RDC, rejetant ainsi toute initiative de règlement des conflits par des voies pacifiques. En effet, Kinshasa menace de tirer toutes les conséquences sur le processus de Luanda en appelant le facilitateur Lorenzo à prendre ses responsabilités, tout en appelant la communauté internationale de prendre des sanctions politiques et économiques contre le Rwanda. Les autorités congolaises ont annoncé aussi qu'une réponse à cette attaque est en préparation. De son côté, le Rwanda rejette toutes ces accusations l'impliquant dans ces attaques. C'est sans compter pour les États-Unis notamment, qui non seulement ont condamné le 4 mai le régime de Kigali, de plus, ils ont réitéré par le porte-parole du département d'État américain de pointer du doigt le pays de Paul Kagame en les désignant comme celui qui tue dans l'est de la RDC. Initialement prévue pour ce mercredi 8 mai 2024, l'élection des sénateurs de la province de l'Ituri est reportée au 24 mai. Ce report est justifié par le simple fait que la Cour d'appel de l'Ituri avait annulé partiellement la décision de la CENI portant publication des résultats provisoires de l'élection des députés provinciaux du 20 décembre 2023. L'élection des sénateurs est annulée en attendant la publication des résultats définitifs de l'élection des députés provinciaux de la province de l'Ituri par la Cour d'appel faisant d'office de cour administrative d'appel. Parlons à présent de l'amélioration des conditions sociales des dépendants des militaires dans le cadre d'une mission diligentée par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. L'inspection générale et l'état-major des FARDC procèdent au contrôle physique de ces dépendants. Les veuves et orphelins dont leurs époux et pères tombés dans les champs de bataille depuis 2017 seront dans leur droit après ce contrôle physique mixte. L'objectif de cette mission est de contribuer à l'amélioration des conditions sociales des ayants droit. Un reportage de la presse militaire de l'Ituri. Plusieurs centaines de femmes veuves militaires sont passées par un système de contrôle physique à la 32e région militaire, ici à l'Ituri. C'est une délégation militaire venue de Kinshasa qui mène cette opération. Colonel Wakaka Dana Daniel, secrétaire général de cette équipe, affirme que le ministère de la Défense, sur instruction des chefs de l'État, a bien voulu régulariser les problèmes de paiement de ces dépendantes qui ne touchaient pas les salaires de leurs défunts époux. Par l'instruction du président de la République, compte tenu de la grogne ici au niveau de l'Est, le veuve, les orphelins, il y a un moment donné qu'ils ne touchent plus, ils ne perçoivent pas leur traitement. C'est ainsi que l'écho est arrivé au niveau de Kinshasa. Le président de la République a pris une résolution de pouvoir instruire le ministre de la Défense à ce qu'il puisse envoyer une délégation pour les contrôles dépendants des décédés au niveau de l'Est, notamment ici à Bunia. Contente du déroulement de cette activité, les bénéficiaires ont remercié la ferme volonté du chef de l'État, commandant suprême. Nadhani sengo pona alekina controle bona sepeli pe controle ndenge ye to banda kuzwa mbongo poto sufri mingi bana na class batiki class banda kwa bato babengani biso botuzane sengo ke soki bakuto bando futama to kuzane sengo mingi to sepeli ndenge controle ye ipo mibali bakufi na bitumba batiki biso na bana ndakwa bato kofuta ndenge kanisi biso na controle to kumisi metozeli mbongo ea biso peto sepeli controle leki kitoko na sepeli na controle na sali parce que tobanda kozela bato aije lokwa nzambe asungia fungo nzela bakomi basalisi biso controle leki na kimia makasi. Précisons que cette opération, exécutée dans cette province sous état de siège, prendra plus d'une semaine.
Les pluies excessives susceptibles de provoquer des inondations et des glissements de terrain vont s'abattre sur Kinshasa et sur une vingtaine de villes de la RDC au mois de mai et juin. L'Agence nationale de météorologie, qui l'a annoncé le lundi 6 mai 2024, invite la population à prendre de précautions en curant entre autres les caniveaux pour atténuer les risques et éviter les dégâts collatéraux. Dans Momat, un commentaire. Kinshasa compte parmi les villes de la RDC qui devraient connaître de fortes pluies au cours du mois de mai et juin, a annoncé l'Agence nationale de météorologie. C'est dans un communiqué du lundi 6 mai du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'en sigle, une des parties aux réunions stratégiques de préparation du plan national multisectoriel des réponses et ripostes aux catastrophes que l'annonce a été faite. Des inondations, glissements de terrain sont entre autres les conséquences auxquelles il faudra s'attendre, prévient-elle. Après des vagues de chaleur, la nature serait encore loin de redevenir clémente avec les habitants de Kinshasa. Le voici à présent appelés à se préparer pour faire face à des pluies torrentielles. Et ils ne seront pas seuls à faire face aux caprices de Dame Nature. Les Congolais d'une vingtaine de villes devraient être confrontés à la même situation. Il s'agit entre autres des Congolais vivant à Kikwiti, Inongo et Bandundu. Dans l'espace Grand Bandundu, ceux qui sont à Mwanda et Matadi dans le Congo central. Des habitants de Kalemi, Manono, Lubumbashi et Kolosi dans le Grand Katanga sont aussi concernés, tout comme ceux qui se trouvent à Bondo et Buta dans le Bazuele, ainsi que ceux qui vivent à Butembo, Goma et Bukavu dans le Kivu. Des habitants de Mbandaka et Bwende dans le Grand Équateur, ceux de Bunia, Mbujima et Kisangani, respectivement chef-lieu de Owele, Kassai Oriental et Chopo, ne devraient pas être épargnés par ces pluies excessives. Pour ainsi aider à atténuer les risques et éviter les dégâts collatéraux, l'Agence météorologique de la RDC formule comme recommandation l'assainissement des caniveaux, la libération du littoral et la libération des terrains accidentés habités par les populations. Et dans la ville de Kinshasa, la route Kabinda, dans son tronçon compris entre les avenues Willery et Flambeau, est dans un état de délabrement très avancé. Le peu de conducteurs des véhicules et motos qui osent encore emprunter cette voie sont appelés à redoubler de prudence et d'habileté au volant à cause des multiples nids de poules qui se sont formés le long de cette route. Suivez ce reportage de Domomat et Giscard Timba. Kabinda, une des principales routes à relier les communes de Lingwala, Kinshasa et Barumbu, se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé. Les rares véhicules qui empruntent encore cette voie dans son tronçon compris entre les avenues de l'école et plateau doivent faire preuve de prudence et effectuer des manœuvres délicates pour éviter d'être retenus par une grande flaque d'eau qui s'est formée suite à une déformation de la chaussée. Les conducteurs doivent impérativement ralentir et manœuvrer habilement pour éviter les endroits très profonds et les pierres qui se cachent dans cette flaque, ce qui rend les trajets sur cette route particulièrement difficiles et dangereux, surtout en temps de pluie. Et quand survient une panne, les chauffeurs n'ont pas le choix que de descendre dans cette flaque formée, visiblement des eaux sales provenant des caniveaux. Un usager qui a récemment vu la réhabilitation de cette route s'interroge. Entreprise oya esali oveli esali ekufi. Est-ce que mbongo misanakezi va contrôler la police ba sala gate? Suivi exacté. À son croisement avec l'avenue Wangata et en d'autres endroits, tant qu'il ne pleut pas abondamment, les chauffeurs peuvent au moins voir où ils posent le pneu de leur véhicule. Hormis cela, encore une fois, la prudence et l'habileté au volant sont démises. L'absence de réparation et de signalisation adéquates aggrave la situation, mettant en danger la sécurité des usagers de la route. Cette situation souligne l'importance cruciale d'une part de l'entretien régulier des infrastructures routières et d'autre part de la qualité des constructions et des réparations de routes pour garantir la sécurité et le confort des usagers. Parlons sport dans ce journal. Les Léopards de la République démocratique du Congo vont jouer en juin prochain contre le Sénégal et le Togo pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à quelques semaines du rassemblement des Fauves congolais prévu pour le 29 mai prochain. Quel est le niveau physique de certains Léopards? Blaise Kouzola nous en dit plus. Physique pour les Léopards actuellement, voilà la question qu'on se pose à 3 semaines du début du rassemblement de Fauves congolais. Plusieurs incertitudes demeurent encore concernant l'état de forme de certains Léopards. Outre les Léopards confirmés des Lionel Parsi, Jordan Ikoko et maintenant Cédric Bakambu, le cas Chancel Mbemba ou encore Arthur Maswaku mérite d'être suivi avec beaucoup d'attention.
Opéré du genou après sa blessure contractée à la CAN 2023, Lionel Mpansi ne pourra plus rejouer cette saison. Le portier de Rodez est donc officiellement forfait pour les 2 prochains matchs de la sélection nationale congolaise. Pour le remplacer, Sébastien Desabre va devoir rappeler Timothy Fayulu, ancien international congolais entre 2019 et 2021, devenu international espoir suisse il y a 3 ans. Le constat est le même pour Jordan Ikoko. Absent lors de la dernière Coupe d'Afrique, le latéral droit congolais ne retrouvera pas la sélection en juin. Alors qu'il retrouvait des bonnes sensations sous les couleurs du Real Betis, Cédric Bakambu sera aussi forfait pour le mois de juin. L'avant-centre congolais souffre d'une lésion au niveau proximal du tendon du muscle droit antérieur et doit être opéré ce mardi. Il sera éloigné des terrains entre 4 et 5 mois. Blessé au ménisque le 31 mars dernier face au PSG en championnat, le capitaine Chancel Mbemba a manqué 3 rencontres de Ligue 1 en avril avec l'OM. Avant le choc face au RC Lens 2 semaines passées, son entraîneur Jean-Louis Gasset déclarait que sa blessure était plus compliquée que prévu. Pourtant incertain, l'international congolais a pu tenir sa place jeudi dernier face à l'Atalanta en demi-finale allée de la Ligue Europa, un match dans lequel il s'est illustré en inscrivant un but somptueux. Cependant, à l'heure actuelle, l'incertitude demeure toujours quant à sa présence lors de prochains matchs de la RDC, car sa blessure nécessiterait une intervention chirurgicale à la fin de la saison, selon les dernières informations. Gêné par des douleurs au genou, Arthur Masuaku n'a participé qu'à 2 de 7 dernières rencontres de Besiktas. La date de son retour n'a pas été communiquée. Blessé en Côte d'Ivoire, Kael Kakuta a effectué un retour bref en Ligue 2 avant de rechuter. En effet, l'international congolais souffre d'une blessure aux adducteurs. Il pourrait donc rejouer vendredi prochain, d'après les dernières nouvelles, lors de la réception de l'AJ Auxerre. Suite à une lésion à l'ischio-jambier droit, le latéral droit des Léopards, Brian Bailly, n'a plus joué avec son club Ascoli d'Italie en Série B depuis le 1er avril dernier. Cependant, il pourrait faire son retour à l'entraînement collectif cette semaine d'après les dernières nouvelles. Rappelons que les Léopards de la RDC joueront respectivement le Lion de la Teranga du Sénégal à Dakar le 6 juin et les Éperviers du Togo le 9 juin prochain à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à présent à la page internationale. Je l'avais annoncé en titre, en vue d'atteindre les objectifs de développement durable, le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a évoqué un besoin de financement de 4 000 milliards de dollars par an. Ceci permettra de financer une série de programmes clés sur le continent touchant l'alimentation, le secteur des énergies, l'industrialisation et l'amélioration de la qualité de vie de population, entre autres. Suivez ce commentaire d'Edouard Fonda. Le président du groupe de la Banque africaine de développement a souligné l'importance d'accroître considérablement les financements pour atteindre les objectifs de développement durable ODD. À l'occasion des célébrations du 50e anniversaire de la Banque islamique de développement, l'autorité a souligné un déficit financier annuel croissant de 4 milliards de dollars qui risquerait de compromettre les efforts visant à atteindre les objectifs fixés d'ici 2030. Outre l'évaluation des stratégies financières essentielles pour faire progresser le développement mondial face à l'instabilité économique, les banques multilatérales jouent un rôle essentiel dans la collaboration accrue pour des solutions financières innovantes. À cet effet, le programme stratégique X5 de la BAD vise l'accomplissement de près de 90% des ODD. Par ailleurs, la Banque africaine de développement devrait lever 25 milliards de dollars pour l'adaptation du climat d'ici 2025. Les investissements du groupe de la BAD en Afrique s'élèvent à 10 milliards de dollars en 2023, les principaux secteurs bénéficiaires étant entre autres les infrastructures, l'agriculture, l'électricité et la lutte contre le changement climatique. Et en Afrique du Sud, les autorités ont recensé un peu plus de 20 000 producteurs de sucre dans le KwaZulu-Natal, l'une des plus grandes régions de la ceinture sucrière du pays. 90% d'entre eux sont des petits agriculteurs qui n'ont jamais été correctement représentés jusqu'à présent. Il est prévu dans le plan directeur qui s'étendra jusqu'en 2030 de contribuer à améliorer et à élargir les chaînes de valeur de l'industrie sucrière.
L'industrie sud-africaine de la canne à sucre a connu une forte baisse de ses revenus ces dernières années en raison des importations de sucre bon marché qui ont inondé le marché local, mais surtout des grèves de petits producteurs qui estiment être laissés pour compte. En réponse à ce défi, le président Cyril Ramaphosa a annoncé lors de son adresse à la nation en janvier 2024 un plan directeur de la chaîne de valeur pour l'industrie visant à aborder la transformation, la protection de l'emploi et la diversification des produits afin d'attirer de nouveaux investissements qui optimiseront son efficacité, son efficience et sa compétitivité. L'industrie sucrière est structurée de telle sorte qu'il n'y a que 2 organisations représentant les agriculteurs locaux. Il s'agit de Cane Growers et de l'association des usiniers de SASMA. Elle prélève donc les cotisations des industries sucrières pour soutenir ces organisations. Lorsque la SAFTA a été créée, il était question qu'elle partage avec nous les cotisations. C'est de là qu'est venue la grande résistance. La nouvelle réglementation nous confère le même statut qu'eux et nous percevons des cotisations de l'industrie sucrière pour payer les membres de notre personnel qui font le travail sur le terrain. Selon le rapport annuel 2022-2023 des producteurs de canne à sucre d'Afrique du Sud, la flambée des coûts des intrants a rendu l'environnement opérationnel difficile dans l'industrie sucrière. Le coût des carburants et des lubrifiants a augmenté de 12%, celui des engrais de 34% et celui de l'irrigation de 45%. De plus, l'augmentation moyenne en combinant tous ces intrants a été de plus de 11%. Et ce, alors que l'augmentation des prix du sucre a été limitée à 7% sur la durée du plan directeur de la chaîne de valeur de la canne à sucre jusqu'en 2030. Le plan devrait contribuer à l'augmentation de 15% des ventes locales, à l'augmentation de 22% de la pénétration directe du marché et à l'augmentation de 7% de la fabrication de boissons gazeuses et de l'achat de sucre local. Notre avenir réside dans le fait que les petits planteurs jouent un rôle fondamental et actif dans la chaîne de valeur du sucre. L'industrie sucrière sud-africaine associe la culture de la canne à sucre à la production de sucre brut et raffiné, de sirop, de sucre spécialisé et de sous-produits se classant parmi les premiers producteurs mondiaux de sucre de haute qualité à des coûts compétitifs. Sur la base des ventes du sucre dans la région de l'Union douanière d'Afrique australe SACU et des exportations vers d'autres marchés, l'industrie devrait générer un revenu direct annuel estimé à 756 000 millions de dollars. Cela inclut la valeur de la production de canne à sucre en Afrique du Sud qui s'élève, elle, à 270 millions de dollars. L'actualité se poursuit dans ce journal avec la revue de presse. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Au sommaire du journal Paris dans la ville de Kinshasa, c'est mardi 7 mai 2024 avec Info 27 qui titre « Après les bombardements du camp des déplacés de Mugunga, la RDC prête à tout ». Les bombardements systématiques par le Rwanda des cibles civiles, notamment du camp des déplacés du Nord Kivu, dans le but de s'aimer la terreur, ne restera pas sans répercussions. Kinshasa entend réagir de manière appropriée pour mettre un terme à cette stratégie perverse employée par Kigali qui persiste dans son entreprise criminelle dans l'est de la République démocratique du Congo. Une réponse appropriée sera réservée à ceux qui impunément s'en prennent aux paisibles populations au mépris des droits humains. Ils répondront devant la justice internationale, indique un communiqué du gouvernement rendu public lundi 6 mai par le ministère de la Communication et Médias. Sans faire des concessions, le gouvernement de la République démocratique du Congo se réserve le droit de tirer toutes les conséquences du processus de paix de Luanda et appelle le médiateur désigné par l'Union africaine entre Kinshasa et Kigali, le président angolais Joao Lourenço, à prendre ses responsabilités à cet égard, écrit le journal. Pour sa part, Forum des As titre, l'RDC menace de se retirer du processus de Luanda. Dans la foulée de la condamnation du bombardement du camp des déplacés de Mugunga à Goma, le gouvernement congolais hausse les tons contre son voisin le Rwanda. Dans un communiqué du 6 mai courant, Kinshasa indique se réserver le droit de tirer toutes les conséquences sur sa participation au processus de paix de Luanda après cette nouvelle attaque attribuée aux rebelles du M23 et à l'armée rwandaise, renchérit le journal. Affaire lampadaire et forage, Nicolas Kazadi passe à l'offensive avec de preuves tangibles, écrit La Prospérité. Nicolas Kazadi, ministre des Finances,
est manifestement déterminé à combattre toute forme de campagne frisant la diabolisation, la manipulation et les sabotages au sujet de l'affaire liée aux lampadaires et forages. Il dénonce avec fermeté toute démarche assimilable à un règlement de compte dont il fait l'objet depuis un temps de la part des laboratoires qui voudraient bien ternir son image en prélude de la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale qui sera conduite par la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour matérialiser la vision du président Félix Tshisekedi au cours de ce second quinquennat de tous les enjeux. Ainsi, écrit le journal, au nom de la transparence, l'argentier national vient de dévoiler toutes les preuves susceptibles d'éclairer la religion de la justice. Dans ces documents, le ministre Nicolas Kazadi dévoile par exemple des preuves de versement de sommes en faveur de l'hôtel de ville de Kinshasa pour l'installation des lampadaires à travers la capitale. D'après les autorités urbaines, ces dispositifs devraient permettre de lutter contre le phénomène Kuluna, avait indiqué Nicolas Kazadi lors d'un briefing avec Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement dernièrement. Fin de cette revue de presse, au revoir. Madame, Messieurs, ce journal touche à sa fin, mais avant de vous dire au revoir, place au rappel des titres. Tenu ce mardi 7 mai à la Cour de compte d'une audience publique siégeant en matière de discipline budgétaire et financière. Au total, 3 comptables ont été mis en cause et déférés devant les juges pour faute de gestion. Vous avez eu le détail avec Jojo Moulamba dans cette édition. Et puis, 4 000 milliards de dollars, c'est la somme dont la Banque africaine de développement a évoqué le besoin en vue d'atteindre les objectifs de développement durable dans le continent. Cette somme permettra de financer une série de programmes clés. Voilà, c'en est fini pour ce soir. Merci à vous d'avoir suivi ce journal et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.